Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Jordan Thévenot, donc pas Pauline comme c'est écrit en dessous de mon écran. Je suis actuellement chargé de communication au laptop. Donc, un tout petit mot, avant qu'on commence cette conférence. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, vous avez le chat, sur votre droite, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit coucou pour nous faire signe, savoir que vous êtes là. Vous avez ensuite, l'onglet sondage. On a préparé quelques questions pour vous, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, ça vous prendra quelques instants pour répondre. Et enfin, en dernier, il y a l'onglet questions, dans lequel vous pouvez poser vos questions, mais aussi voter pour les questions des autres participants si vous en avez envie. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller faire des petits allers-retours pendant l'événement, poser des questions, voter pour les questions. Et les questions qui ont le plus de points, on essaiera d'y répondre, de répondre à un maximum de questions en fin d'événement ou en fonction des questions, peut-être même pendant l'événement. Donc moi, je vais juste, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous présenter rapidement le laptop. J'ai une petite présentation pour ça. Et ensuite, on pourra enchaîner avec l'événement. Hop là, je passe sur mon diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Carole? Ça va peut-être me dire. Ouais, C'est bon? super. Ok. Donc le laptop, qu'est-ce que c'est? Le laptop, aujourd'hui, c'est un centre de formation des métiers du design d'expérience utilisateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en dire un tout petit peu plus. Le laptop a été créé en 2012 par Pauline Thomas, qui est donc notre dirigeante. Pauline Thomas, c'est une des premières figures majeures de l'UX design en France. Elle a été certifiée notamment par Google dès 2014 sur le Design Sprint, et elle a imaginé à l'origine le laptop vraiment comme un coworking, un des premiers coworking en France, le premier à Paris, avec l'ambition de favoriser la collaboration et l'évolution professionnelle des freelances, notamment dans les univers du graphisme, de l'édition et du design. Donc c'est vraiment un lieu précurseur du coworking qui a évolué au cours des années vers un centre de formation des métiers du design d'expérience. Donc ça regroupe plusieurs métiers, notamment l'UX design, le product design, le l'UI design, la facilitation ou encore l'animation de design sprint. En bref, on a 2 parcours de formation principaux qui se déclinent en plus de 11 modules. L'année dernière, toutes nos formations étaient éligibles au CPF. On est en train de travailler pour que ça redevienne le cas. Pour l'instant, on en a encore 2. C'est des histoires d'agrégation avec France Compétences qui sont un peu compliquées pour tout le monde cette année, en 2022. Le laptop, aujourd'hui, ça regroupe aussi plus de 30 formateurs qui ont tous plus de 15 ans d'expérience dans leur domaine. Depuis 2012, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été formées et accompagnées au laptop et plus de 2000 entreprises qui ont été accompagnées lors de Design Sprint. Toutes nos formations sont labellisées Datadoc et Calliope. On est présent essentiellement à Paris, mais notre communauté et bientôt à Marseille. Mais notre communauté, la communauté du laptop, est présente dans plusieurs villes de France, voilà, Paris, Lille, Lyon, Bordeaux. On a même quelques personnes qui nous suivent depuis la Belgique, le Canada ou encore l'Afrique du Nord. On a essayé de résumer un petit peu nos valeurs autour de 3 grands termes principaux. Donc, la première, c'est l'expertise. Donc, comme je vous le disais, c'est lié au fait que tous nos mentors sont vraiment et formateurs sont vraiment des experts de leur domaine. C'est aussi lié au fait que le laptop, depuis 2012, a accompagné les principaux groupes du CAC 40. On compte aussi parmi nos partenaires des entreprises comme Facebook, Mural, Adobe ou même Google. Ensuite, on avait envie d'insister sur la générosité qui est un peu propre au laptop, qui s'est vraiment organisé comme un lieu, une ressourcerie à l'origine pour tous les freelances et aujourd'hui pour tous les designers. On organise régulièrement des événements comme les Design Bento Box, organisés par Carole, qui sont là vraiment pour aider les designers à évoluer dans leur carrière. On a aussi un podcast qu'on organise à peu près tous les 2 mois, qui est là plus pour explorer un peu les nouveaux métiers du design. On a parlé de design d'expérience, de business design, et dans le prochain, on parlera d'UX writing. Et on organise aussi des événements qui sont réservés cette fois à tous nos alumni, qu'on appelle des co-dev. Donc c'est juste des moments d'échange pour échanger sur nos problématiques et trouver des solutions ensemble. La troisième valeur qu'on affirme au laptop, c'est l'évolution. Tout d'abord parce que c'est notre métier, du coup on accompagne des personnes dans leur évolution de carrière, on les forme à de nouvelles méthodes de travail, mais aussi parce que depuis 2012, le laptop fait évoluer toutes ses formations. Tous les ans, on revoit nos formations, on les fait évoluer, on les améliore. Et aussi, par exemple, on en propose de nouvelles, comme à partir de fin avril, on proposera une formation sur le design systémique avec Sylvie Domal, qui est une autre pionnière de l'UX en France.
Voilà, on a rapidement pour que vous puissiez voir nos lieux, en tout cas nos lieux parisiens, on a notre coworking à Jourdain et on a notre atelier où on organise toutes les formations, en haut à gauche, qui est vers Beaubourg. On est aussi en train d'ouvrir un lieu à Marseille, c'est encore en pourparlers, mais ça devrait se faire normalement, où on pourra faire des événements et des formations. Vous parler très, très rapidement de nos formations. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plus de 11 modules qui sont tous accessibles à la carte, et qui sont en fait, qui sont le corps de 2 modules de reconversion. Ces modules, vous avez d'une part le product design et le design management. Le parcours product design que je vais vous décrire un peu plus tout de suite est composé de 5 modules contre 3 modules pour le design management. Le design management, pour le dire rapidement, il s'articule autour de Sprint Master et facilitation, le premier module qui donc forme à animer des ateliers collaboratifs, notamment toutes les étapes d'un sprint. On a Design Sprint qui est donc pour vous former à organiser un design sprint et un module sur la facilitation graphique qui est un peu une petite compétence, une petite cartouche supplémentaire pour les facilitateurs qui leur permet d'animer grâce au dessin. L'ensemble de nos formations, sont donc accessibles à la carte et certaines de ces formations, comme par exemple, la formation UI Figma, est proposée sur 2 niveaux, un niveau débutant, un niveau expert. Voilà, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est faire un petit zoom sur notre parcours, product design. Donc là, c'est vraiment un parcours qui a été imaginé sur 13 semaines pour, aider les personnes qui souhaitent se reconvertir, au métier du UX designer ou alors les jeunes UX designers qui souhaitent acquérir une première expérience avec un projet concret. En gros, sur ces 13 semaines, vous aurez 15 jours de formation, vraiment de la formation pure dans nos locaux, pratique, à la fois pratique et théorique. Ensuite, vous avez 2 jours de design sprint qui servent en fait à lancer le projet sur lequel, les participants travaillent, qui est un projet d'innovation sociale, qui varie à chaque formation. Sur ce projet d'innovation sociale, vous êtes accompagné par 4 rendez-vous individuels et 4 rendez-vous collectifs. Ça représente en tout sur ces 13 semaines environ 90 heures de travail personnel, donc à faire à la maison et 30 heures, d'accompagnement avec un mentor. À la fin, de ce parcours, vous avez une soutenance devant un jury qui vous permet de valider, votre formation. Rapidement, les modules dont il est composé et qui sont encore une fois tous accessibles à la carte, vous avez l'UX de niveau 1 qui vous permet d'acquérir vraiment toutes les compétences du design centré utilisateur. Donc ça va de comment est-ce que je cadre un projet, comment est-ce que j'organise mes entretiens, comment est-ce que j'organise des tests, comment est-ce que je fais la restitution de ces tests. Vous avez ensuite la formation UI, là, qui vous apprend à concevoir un design system, donc à mettre en cohérence tous les éléments graphiques d'une application, par exemple, ou d'un service numérique. C'est sur 5 jours, vous avez 2 jours consacrés au design system et 3 jours pardon, consacrés à vraiment la pratique de Figma, donc qui est un logiciel de prototypage et de maquettage qui est aujourd'hui en train de devenir incontournable dans le monde de l'UX. Vous avez ensuite un module design émotionnel où là, vous apprenez notamment l'UX writing, comment bien écrire pour les plateformes, pour les services, mais aussi à utiliser des outils comme le service Blueprint, qui vous permet de décomposer toutes les phases d'un service. Comme je disais, ensuite, il y a le design sprint pour lancer le projet et le parcours product design. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec les formations. Hop, je quitte le partage de mon écran. Et du coup, je vais laisser la main à Carole pour lancer l'événement. Et comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas, il y a l'onglet sondage et l'onglet questions si vous voulez poser des questions aux intervenants. À toi, Carole. Merci beaucoup Jordan pour ta présentation. Alors déjà avant de commencer, je pense que ce qui serait pas mal, c'est qu'on se présente. Donc on a prévu un petit tour de table déjà, voilà, pour savoir un peu, qui fait quoi et cetera. Pour ce tour de table, je propose qu'on se présente rapidement, qu'on dise un petit peu pour quelle, entreprise on travaille et vu que, voilà, aujourd'hui j'ai invité avec Jordan, on a invité, des personnes qui ont l'habitude de recruter, quels sont les types de profils que vous avez, l'habitude de recruter? Je fais par ordre de vignette. Zaliata, c'est toi qui es en première. Est-ce que tu veux bien commencer? OK, donc bonjour à tous. Donc moi, aujourd'hui, je suis design ops chez Payfit. Voilà, et donc dans mon rôle, il y a 2 choses, qui sont intéressantes. La première, c'est que dans mon rôle de designer, je travaille sur les process, et donc parmi ces process pour l'équipe design, il y a celui sur le recrutement et sur l'onboarding. Donc voilà, donc je suis en charge d'améliorer les processus de recrutement.
Et la deuxième chose, c'est que je fais partie du processus de recrutement qui est très collaboratif chez Payfit et donc on fait passer des entretiens pour différents rôles, donc surtout celui de product designer, mais ça peut aussi être sur des rôles de, user researcher, de research ops, qu'on vient juste, de recruter un research ops, on est hyper content et de design ops aussi, voilà, donc tous les rôles, design en fait, je peux être, inclus dedans, voire aussi product ops puisque je travaille aussi très très étroitement avec notre équipe product ops. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Jocelyn, est-ce que tu veux bien prendre la suite? OK, bonjour à tous. Jocelyn Drieux, je suis, directeur, au sein de l'agence, CGI, c'est une ESN canadienne. J'interviens, justement en tant que responsable d'un service, du moins co-responsable d'un service, qui traite à la fois la partie expérience et la partie design. Donc le but, c'est comment on va aller soit repenser des produits, soit des services ou des organisations d'entreprise et tester à la fois aussi sur le terrain la viabilité de nos produits. En termes de, comment ça s'appelle, de profils qui sont actuellement dans les équipes, c'est des équipes qui sont installées principalement sur Paris, Toulouse et Montpellier, on va dire les noyaux durs. Et c'est des, comment ça s'appelle, des profils justement des designers de services. On a pas mal de designers de produits pour le coup, des personnes qui travaillent aussi bien les ergonomies et les interfaces visuelles, et des personnes qui font aussi beaucoup de tout ce qui fasse UX recherche. C'est aller sur le terrain, analyser, comprendre les métiers et justement tester aussi auprès des utilisateurs finaux la viabilité des produits. Super, merci beaucoup et Mathilde? Ouais, Mathilde Magontier, enchantée. Je travaille chez Testapic. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est les leaders français du test utilisateur distant. Donc on a 2 grandes branches opérationnelles et une branche où on a du SaaS, où nos clients peuvent réaliser des tests en autonomie, et une branche études clés en main. Et donc c'est cette branche que je manage avec une équipe de 10 UX researchers. Et donc le contexte, c'est que je vais recruter du coup des personnes pour cette équipe, l'alimenter. Globalement, mon rôle est très orienté UX Research, donc je vais surtout pouvoir intervenir sur la partie UX R. Merci beaucoup. Et du coup, je vais finir par me présenter aussi. Donc Carole Aimée, donc moi je suis donc indépendante, donc je ne recrute pas. Mais j'ai été recrutée plusieurs fois parce que ça fait, maintenant 12 ans à peu près que je suis, dans le métier du design. Et il y a une époque où j'ai, passé énormément d'entretiens, donc je pourrais peut-être aussi vous donner des éclairages, de l'autre côté. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc du coup, ce que je voulais vous demander, comme première question, c'est, peut-être des questions déjà pour commencer sur les compétences que vous recherchez. Est-ce qu'il y a des compétences en particulier? Est-ce que ça dépend des postes? Est-ce que vous vous intéressez aussi à ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences douces? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce que vous faites? On reprend dans le même ordre ou est-ce qu'on Bah, switch? en fait, c'est comme vous voulez et si en fait, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence et après normalement ça rebondit. OK, Vas-y, bon bah, Zaliata, on te laisse la main. ouais, je vais commencer, rapidement. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur, enfin, au niveau de l'entreprise, il y a un gros travail qui est fait sur le fit. Donc, Payfit a des valeurs, donc il y a 4 valeurs qui sont l'humilité, l'excellence, le care, et puis, ah mince, la dernière, j'ai plus en tête, ça doit être désolée. Ah, c'est terrible. Et donc, on a ces valeurs qui sont hyper importantes pour nous et donc nous, on s'aligne, complètement et c'est très important pour nous, non seulement de véhiculer ces valeurs dans le processus de recrutement, mais aussi de pouvoir, évaluer ces valeurs, quand on accueille les gens qui viennent passer des entretiens chez Payfit. Et en plus de ça, donc on a aussi, on travaille beaucoup sur les grilles de description de ce qu'on attend en termes de compétences. Donc on a des screens, enfin des choses pour évaluer les compétences et on les soumet à toutes les personnes qui doivent faire passer des entretiens. Donc c'est quelque chose qui est très travaillé chez nous. Ouais, si je peux me permettre de rebondir, de notre côté, c'est peut-être un peu moins défini en termes de grille. En revanche, nous, on est très orienté test utilisateur, donc il y a quand même un enjeu sur la recherche quali-quanti.
Après, on a conscience que les métiers de l'UX, d'une manière générale, c'est des métiers qui sont très neufs, il y a beaucoup de reconversions. Donc on sait que, il y a par exemple des personnes qui n'ont pas fait de formation spécifique liée à ça. En revanche, on cherche quand même à voir dans quelle mesure est-ce que, ces personnes-là, ont peut-être conduit, des entretiens, conduit, de la recherche quanti un petit peu plus poussée, donc travailler des chiffres, de la data. Et plus généralement, on va essayer de chercher des connaissances, des méthodologies de recherche, en fait, UX, Cali et Quanti, savoir si, même si les personnes n'ont pas conduit spécifiquement des choses, s'il y a une connaissance de ça. Après, sur la question des soft skills, je pense que c'est des soft skills qui sont communs, on en parlera, hein. Pour la plupart, notamment dans les métiers de l'UX, c'est avant tout de l'esprit de synthèse, savoir penser finalement sa réflexion et sa recherche pour transmettre une information qui est compréhensible pour l'interlocuteur. Donc, mécaniquement, la clarté de communication, l'organisation au quotidien, l'indépendance, et plus que ça, l'esprit d'initiative, la capacité à s'auto-former, à aller chercher des informations si on ne les a pas. Encore une fois, c'est un métier qui est neuf, donc la veille est hyper importante, et donc d'où l'idée d'aller être capable de montrer finalement en entretien, et d'être capable de montrer qu'on est capable, qu'on cherche ça et qu'on est fondamentalement curieux et intéressé par le métier. Voilà, si je sens, je te laisse rebondir. Donc, ouais, du moins, j'ai une vision qui est assez proche pour le coup. Donc, nous, on n'est pas spécialisé en test utilisateur. Les tests utilisateurs font aussi partie justement, entre guillemets, du cheminement du produit. Ça s'appelle les profils que l'on cherche, on va dire, ça fluctue aussi en fonction des besoins des clients, aussi les besoins du marché. Donc, qui joue aussi dessus. Ce qu'il faut avoir aussi en tête en parallèle, c'est de se dire, c'est quelque chose sur lequel on met l'accent, c'est qu'il y a un métier que les personnes justement ont de l'appétence, on va dire, font une reconversion professionnelle potentielle, voilà. Donc qui est le métier de l'UX ou le métier de l'UI en fonction. Après, il y a la notion aussi de curiosité, ce que tu évoquais justement Mathilde, c'est comment les gens on va dire, ce grain de curiosité qui leur permettent à la fois de se rapprocher potentiellement des associations justement qui sont dédiées à ça, aller voir des articles sur Medium, voilà. C'est un peu le bagage de fond, mais qui permettent, on va dire, d'asseoir aussi une posture et un discours et de se dire, ok, bah, peut-être que cette personne, elle a 1 an, 2 ans d'expérience, mais on va dire, un peu le mindset de la personne te dit, bah, ok, bah, par contre, c'est quand même quelque chose où il saura aussi être autonome et s'il a des questions, bah, il ira les creuser, il demandera potentiellement de l'aide, mais par contre, voilà, le but, c'est qu'il soit justement dans une démarche de recherche un peu permanente parce que c'est tout nouveau ces métiers-là. Et donc voilà, ça fait partie un peu justement de cet écosystème. Ouais, moi je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que pour nous, parmi les valeurs de Payfit, donc qui sont pour tous les employés, l'humilité pour les designers, bon, en plus du care, parce que l'empathie, on sait que c'est un peu une valeur hyper importante pour tous les designers, mais l'humilité et la capacité à savoir reconnaître ces zones où on peut grandir, où on peut s'améliorer, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Parce que on a envie d'avoir des personnes qui vont continuer à se former, qui vont être capables de se dire, de se remettre en question, parce qu'on fait tous des erreurs, quel que soit notre niveau de seniorité, et on peut tous se tromper sur les projets. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et des fois, ça nous bouscule aussi, hein, parce que quelqu'un qui est capable de se remettre en question, il attend la même chose de l'organisation, en fait. Donc c'est aussi voilà, important. Ouais, tout à fait. Enfin, d'une manière générale, quand je vais conduire des entretiens de recrutement, cette question d'intérêt, de curiosité et de capacité à se projeter, je vais pas l'avoir forcément avec un listing des expériences passées, ça n'a pas forcément de sens, mais plutôt comment les candidats vont projeter finalement leur expérience sur qu'est-ce qu'ils aimeraient apporter et vers où ils veulent aller. En fait, ça sera plutôt c'est typiquement de la projection. C'est actuellement j'ai fait ça, où est-ce que j'en suis dans ma vie et pourquoi je m'oriente vers ça. Si si je suis junior, ben, so be it, je suis junior, mais pourquoi est-ce que je veux m'orienter dans ce métier-là? Qu'est-ce qui va m'intéresser dans ce métier-là? Et derrière, l'idée, ça va être de creuser ça pour essayer de voir dans quelle mesure ça peut fitter ensuite dans un second temps avec l'esprit d'équipe. Du coup, bah, un gros conseil que je donnerais à des candidats, c'est effectivement de pas essayer de
de faire un espèce de listing de voilà, en fait, le métier du UX designer et du UX researcher, ça correspond à ça, 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 et donc du coup, je vais essayer de cocher toutes les cases, mais plutôt essayer de raconter une histoire, d'expliquer pourquoi je suis là, et en quoi les compétences qu'on attend de moi sont pertinentes dans mon métier, et qu'est-ce que j'en attends, quoi. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair, merci. Et du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, même enfin, comme vous avez parlé beaucoup de compétences et cetera, moi, je me demandais, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recruter des gens, plus pour leurs compétences, douces, on va dire, et alors qu'en fait, il leur manquait, des compétences, hard, on va dire, enfin des compétences, techniques? Est-ce que ça avait déjà arrivé? Comment ça se passe? Je vais répondre, je laisse la main juste après. Moi, ça m'est déjà arrivé effectivement. Pour des personnes qui sont totalement juniors, par exemple, et qui n'ont pas forcément suivi de formation dédiée en UX, il y a pas mal de personnes qui viennent, par exemple, du design et qui veulent se réorienter en research, ou inversement, des gens qui viennent de l'académie, enfin de la recherche académique et qui veulent s'orienter en UX research. Toutes ces personnes-là n'ont jamais vraiment fait de test utilisateur, n'ont jamais fait de conception pour l'académique et pour le design. Voilà, enfin, vous m'avez compris. La question derrière, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils sont capables de se renseigner et est-ce qu'ils se sont posé des questions sur la méthodologie? Déjà, est-ce qu'ils ont lu des bouquins? Est-ce qu'ils ont lu des articles? Où est-ce qu'ils se forment, en fait, tout simplement de leur côté? Et dans quelle mesure est-ce que ça les intéresse vraiment? Un des trucs que j'ai vu et que j'avais trouvé fabuleux chez une candidate, elle me disait: «Bah oui, en fait, j'ai pas eu de formation, mais du coup, il y a une association avec qui, j'ai proposé, en fait, de conduire des interviews pour voir un petit peu ce que ça faisait, en pur bénévolat». Je lui dis: «Ah bah oui, mais en fait, ça, c'est merveilleux, quoi». Je lui dis: «Ah bah oui, ces gens n'ont pas eu d'expérience professionnelle, mais en fait, ils ont créé ces opportunités-là», et c'était hyper valorisant, et moi, ça m'a vraiment, vachement touchée. Je me suis dit: «Ah oui, c'est quelqu'un qui veut le faire, quoi». Après voilà, justement pour rebondir derrière, c'est que, ce qu'il faut ne pas oublier en entretien, c'est que on est sur une notion justement de relationnel. Donc, il faut aussi, du moins les personnes qui recrutent ont aussi, cette vision où, OK, il y a des expertises, il y a des attentes qui sont, sujets justement, et c'est d'où le point de la candidature. Après, il y a aussi, le rapport avec la relation avec la personne qui fait que justement on peut se dire: «OK, elle est peut-être, junior, ou elle a peut-être peu de connaissances techniques, mais par contre on pressent qu'il y a, justement, c'est une personne qui va pouvoir monter en compétences, certes encadrée et formée, mais voilà, le but, c'est de se dire, avec le rapport aussi, la relation et l'échange oral, on peut arriver, potentiellement à avoir, entre guillemets, «un ressenti» qui nous permette de se dire: «OK, je tente le coup, et ça peut être une belle surprise». Mmh. Ouais, moi, j'ai exactement la même expérience, là, très récemment avec, la personne qu'on a recrutée pour être Research Ops. C'est un rôle qui est pas encore très, très, très développé, donc on pouvait soit avoir des gens qui sont déjà sur ce rôle-là, mais dans d'autres pays, enfin voilà, qui avaient déjà fait l'expérience, mais pas forcément en France, enfin voilà, ou des gens qui étaient assez juniors, et on a fait le choix de prendre une personne qui était assez junior parce qu'elle avait une telle passion quand elle parlait du sujet, enfin tous les gens qui l'ont rencontrée en entretien avaient des étoiles dans les yeux en sortant, quoi. Enfin, elle lisait des articles, elle lisait des bouquins, elle en parlait avec, tellement de passion que, on voyait qu'elle était excitée par le poste, et que nous, on était autant excités de l'avoir chez nous et de voir comment elle allait pouvoir, se développer, nous aider à développer cette nouvelle activité. Donc c'est un pari qu'on fait, hein. Peut-être qu'on sait qu'il va falloir qu'on la soutienne, il va falloir qu'on l'accompagne pour pas qu'elle soit, justement, qu'elle soit désabusée ou quoi, mais c'est quelqu'un qui est passionné par son sujet, quel que soit son niveau de seniorité, ça peut réussir justement à convaincre, et là, c'est ce qui nous est arrivé avec la Research Ops, et on est hyper heureux qu'elle nous rejoigne et qu'elle nous rejoigne bientôt. Trop bien, c'est super, merci pour vos histoires, c'est des belles histoires. Hem, du coup, on va juste terminer très rapidement sur la notion de compétence, et après on va se passer à un autre sujet par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc une question de Alison qui demande, comment arrivez-vous à, jauger donc, la curiosité? Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois? Alors,
je vais prendre le sujet. La curiosité, il faut se dire que, en fait, il n'y a pas de notion de jauge de curiosité. On part du principe que tout le monde est curieux, justement, on va dire dans la vie de tous les jours. Le but, c'est comment elle arrive justement aussi à partager ses connaissances, comment elle va aller chercher justement de l'information, comment elle va peut-être appréhender ou poser des questions autour de canvas, de méthodologie, ce genre de choses. Et c'est tout ça qui permet justement de se dire, ok, on a quelqu'un qui derrière, elle veut connaître, elle veut apprendre, et nous, on peut justement potentiellement aller l'aider et se développer. Mais voilà, il n'y a pas vraiment, on n'est pas avec des grilles à se dire, celle-là, elle a plus de curiosité qu'une autre. C'est vraiment un peu un ressenti, là, pour le coup. Il y a éventuellement un enjeu en plus aussi, c'est la question de à quel point la personne a préparé son entretien pour notamment se renseigner sur l'entreprise, sur le poste, qu'est-ce que ça implique. Ça peut être biaisé dans le sens où il y a certaines personnes qui mettent plus ou moins d'énergie dessus, mais quand on arrive en entretien et qu'en face on a une personne qui nous dit, que je lui demande qu'est-ce que tu as compris du poste et que en fait bafouille et qu'elle dit je sais pas trop. Là déjà en fait c'est assez voilà, on commence à percevoir la notion de curiosité. On se dit ah oui en fait c'est pas quelqu'un qui va aller se renseigner et qui va aller creuser la question. D'autant plus que on est dans des métiers, donc les métiers autour de l'UX, bon lui un petit peu moins, mais il y a la question de se mettre finalement à la place de l'autre. Et sur les entretiens en particulier, moi j'attends des candidats un minimum d'anticipation de ce que je pourrais moi attendre. Alors dans la limite du raisonnable, évidemment, on peut pas faire des excellents entretiens tout de suite. Mais il y a cet enjeu de, OK, en tant qu'UX qui postule pour un poste d'UX, je sais que je vais devoir soumettre, par exemple, une lettre de motivation, éventuellement un portfolio, éventuellement mon CV, et ensuite avoir un entretien avec la personne. Qu'est-ce que je dois préparer en amont qui sera peut-être intéressant pour la personne en face, quoi. Et c'est tout cet enjeu-là, moi, que je vais essayer de choper. Et après, sur la curiosité en elle-même, une fois qu'en fait, on a posé toutes ces bases-là, ça va être dans la conduite, dans l'entretien, ça va être des questions très ouvertes pour essayer de comprendre un petit peu comment la personne fonctionne et dire ah oui, tu as travaillé là-dessus, est-ce que tu avais fait des recherches en amont ou pas, sans juger, sans rien, mais juste en creusant un petit peu pour savoir comment ça s'est passé en fait sur les expériences passées et comment ils se projettent sur le futur. Moi, je rajouterais pour, compléter la réponse que j'ai écrite, déjà, moi, j'estime qu'une personne qui est en reconversion, elle montre déjà un certain niveau de curiosité. Donc des fois, ça se voit, ne serait-ce que dans le CV, dans le parcours. Quelqu'un qui s'est intéressé à différentes choses, pour moi, c'est plutôt positif. C'est peut-être pas le cas de tous les de toutes les personnes, ça dépend aussi de la longueur, du temps passé sur les différents rôles. Mais il y a une autre chose qui pour moi est super importante, c'est la curiosité montrée envers les utilisateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de montrer dans ses projets comment il s'est intéressé à ses utilisateurs et qui s'intéresse à nos utilisateurs, à nous, dans l'entretien, c'est un point super, super positif. Et des fois, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont obnubilés par le fait de montrer leurs compétences, et qui pourtant sont peut-être très curieux par ailleurs, mais qui vont un peu laisser les utilisateurs de côté. Et des fois, il faut creuser un peu pour leur dire: «Mais ce projet-là, c'était sur quel type d'utilisateur? Qu'est-ce que tu as appris sur tes utilisateurs en faisant ta recherche?» et cetera. Et pour moi, ça, c'est un super bon signe quand j'ai quelqu'un qui me parle des utilisateurs dans ses projets. Très, très intéressant. Merci beaucoup pour vos retours. Mathilde a commencé à amorcer un peu le sujet du portfolio et je vois que c'est aussi une question qui a été posée par Annalisa, dans le chat. Donc est-ce que déjà, c'est, quelque chose que vous demandez? Si oui ou non, pourquoi? Et si oui, est-ce que vous avez des bons conseils, voilà, des choses à partager là-dessus? Je peux éventuellement commencer pour celui-là parce que moi, c'est un cas un peu particulier vu que je ne recrute quasi que des UX researchers. Le portfolio est pas du tout obligatoire et au contraire, ça peut être casse-gueule, pour dire les mots. Dans le sens où, nombre de fois, en fait, où j'ai reçu des candidatures, pour un poste d'UX researcher avec un portfolio purement UI, je me suis dit: «Ah ben non, en fait, la personne n'a pas du tout compris, ce que je faisais, quoi et ce que j'attendais et ce qu'on faisait dans l'équipe et en fait, non, on fait pas de conception, non, on fait de la recherche, quoi». Et ça, il faut faire très attention à ce que votre portfolio soit très adapté finalement au poste qui est derrière.
dans le sens où ça sert à rien de faire un portfolio si ça va pas pousser finalement votre candidature, au sens de si ça montre pas qui vous êtes et ce que vous avez fait et ce que vous pourrez faire finalement pour l'entreprise. Après, pour donner des conseils UI, je pense que là, je m'orienterai plutôt vers Jocelyn et Zaliata qui auront peut-être plus de billes que moi. Mais Alors, peut-être juste Mmh. pour finir sur toi Mathilde, Oui. comme c'est intéressant parce que tu dis, que effectivement tu as reçu des trucs UI, mais toi si par exemple tu devais recevoir un portfolio d'un UX researcher, tu voudrais Ouais, c'est voir bien quoi? fait. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est arrivé, c'est hyper rare, mais ça arrive. En gros, c'est un portfolio du X Researcher bien fait. C'est un portfolio avec, un exemple enfin, de projet qui a été réalisé, de manière très synthétique de, quelle est la méthodologie qui a été faite, mise en place, pourquoi cette méthodologie-là et qu'est-ce que la personne a apporté et qu'est-ce qu'elle en a tiré comme information. Donc en fait, l'idée, c'est pas de montrer finalement visuellement, OK, j'ai fait ça, mais plutôt, avec l'appui du visuel, faire un résumé d'une étude ou d'un projet, directement sous forme de portfolio. Ça serait plutôt ça, en fait. Mais bon, voilà, je vous dis ça, mais j'en ai vu très peu, donc c'est pour ça. Préférez ne pas en faire plutôt qu'en faire si vous n'avez pas vraiment une idée précise de ce que vous pouvez faire. Mmh. Yes, merci. Qui est-ce qui veut prendre la suite? je vais prendre le relais. Alors oui, le sujet portfolio ou pas portfolio, c'est un grand débat, hein. On en parlait, juste avant. Alors de mon point de vue, pour le coup, ça dépend réellement, pour le coup, du poste. J'entends par là, justement, si on est sur des FAT Suisse, recherche, c'est vrai qu'on a un peu moins l'habitude de voir des portfolios. Quand il y en a, c'est principalement justement l'analyse, de la synthèse, de la restitution un peu de la méthodologie. Donc ça, c'est ce qu'a justement évoqué Mathilde. Sur la vision produit, il y a un piège pour le coup, c'est que, quand on est sur des portfolios, et là je cible principalement, des profils type, tout ce qui est designer d'interface, donc la partie UI, c'est que, on se retrouve avec un peu des cas de figure où ils mettent comment ça s'appelle? Le travail en avant, donc le produit final, un portail, une application web ou autre, qui a été potentiellement travaillé. Le seul hic, c'est que bien souvent, c'est la partie haute de l'iceberg, c'est la finalité, mais par contre on n'a pas, comment ça s'appelle? La vue sur, un peu la méthodologie globale, les wireframes, les user flow ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est un peu le piège, de beaucoup de portfolios UI pour le coup, c'est de dire: «Je montre la finalité du produit». On sait qu'il y a eu un travail de fond, mais par contre on ne sait pas trop lequel. Donc voilà, donc on préfère pour le coup avoir une sorte de patchwork, avec, justement, même si c'est des sketchs crayonnés à la main sur des feuilles de papier, et avoir peut-être, OK, un écran plutôt que 10 versions finalisées, mais au moins ça montre un peu on va dire la globalité de justement de là où vous êtes allé sur des visions produits. Donc voilà, ça c'est un point de vigilance, et l'autre point de vigilance, c'est, hem pour le coup, c'est comment on fait, un portfolio en fonction du poste que l'on cible. C'est-à-dire, on n'attend pas du tout un même type de portfolio si vous êtes, entre guillemets, «en démarrage de carrière» ou en reconversion, ou si vous êtes, potentiellement, vous postulez sur des profils, des types, seniors, lead ou autres. C'est-à-dire, j'entends par là, c'est que on attendra potentiellement une vision un peu globale, sur des profils en démarrage de carrière. Le but, c'est qu'ils mettent un peu en scène ce qu'ils savent faire. On ne demande pas une maîtrise totale de tous les sujets, ça serait aberrant, et à côté, c'est de se dire, si vous postulez sur des leads, du moins des postes de lead ou de senior, c'est, de trouver, justement, mettre en scène vraiment, pour le coup, l'esprit de synthèse. Qu'est-ce qui a fait que votre projet a marché ou pas marché? On n'est pas là pour juger non plus, mais c'est de dire en toute transparence, on a fait ça, ça nous a permis de travailler ces hypothèses avec les utilisateurs, voilà, prendre cet axe de travail, et le résultat, il est là. C'est, ça peut être résultat positif ou négatif, mais voilà, c'est de dire, voilà, on a réussi un peu à par on va dire des métriques ou autres, ça peut être comment ça s'appelle? Des analyses Google si vous êtes sur un portail ou quoi que ce soit, ou des retours utilisateurs, peu importe. Mais en soi, voilà, d'avoir ces petits ratios qui vous permettent justement de dire ou pas si votre projet fonctionne ou pas. Et c'est peut-être là la différence, justement entre les
pour le coup, de ma vision, entre les différents niveaux, les différents postes, senior, lead, confirmé, junior ou autre. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant, ce que vous avez répondu tous les 2. Je souscris complètement et même pour aller un tout petit peu plus loin sur ce que tu disais sur l'adaptation, du portfolio. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps et d'ailleurs, des fois, il y a des candidats qui sont déjà très pris et qui font déjà beaucoup de choses, donc ils n'ont pas forcément le temps de faire un super beau portfolio. Mais c'est vrai que de montrer, quitte à montrer très peu, montrer peut-être juste un projet qui correspond vraiment, au poste, c'est plus intéressant pour, le recruteur et ça fera gagner du temps à tout le monde. Et après, sur le sujet du portfolio ou pas portfolio, nous, on a eu un vrai débat en interne quand je suis arrivée. Justement, j'ai travaillé sur le processus de recrutement et on se posait 2 questions, portfolio ou pas portfolio, case study ou pas case study. Donc, on avait ces 2 questions. Et donc, la question du portfolio, en fait, on l'a résolue en se disant, nous, on n'attend pas forcément un portfolio, c'est-à-dire, on ne veut pas forcément qu'il y ait écrit portfolio et qu'il y ait tant de projets dessus, et cetera. Enfin, quel que soit le format, on s'en fiche. Ça peut être quelque chose sur Notion, ça peut être du PowerPoint, ça peut être du Figma, ça peut être ce que vous voulez, ce sur quoi vous êtes à l'aise, mais il faut qu'on puisse voir comment vous pouvez travailler sur un projet, comment vous avancez, comment vous choisissez les méthodes de travail, qu'est-ce que vous avez appris, aussi bien, pour vous en termes de compétences que, pour faire avancer le projet. Donc voilà, donc on s'est dit, quel que soit le format, même si c'est dans un mail, on s'en fiche. Que ça nous permette, nous, en fait, de partager cette connaissance de la façon dont vous savez travailler, puisque le processus de recrutement, il y a plusieurs personnes dedans. Donc comme ça, on est sûr d'avoir la même vision. Et après, par contre, côté UI, c'est vrai que pour nous, c'est quand même important quand on est sur des postes de product designer. Il y en a certains chez nous qui sont très orientés facilitation, alignement, etc. Et il y en a d'autres qui sont très orientés visuels. Et donc, ça veut vraiment dire que on accueille tout, on est capable de tout accepter selon les besoins qu'on va avoir. Mais c'est vrai que côté UI, il faut quand même nous montrer, c'est bien de nous montrer quelques écrans parce que ça nous permet tout de suite de savoir, ah, ça correspond pas forcément à ce poste-là, et peut-être qu'on vous orientera sur un autre poste. Mais voilà, donc ça dépend vraiment aussi bien du métier que de vos points forts. Donc moi, je dirais essayer d'avoir quelque chose peut-être de plus synthétique, même si c'est, comme tu disais, Annalisa, des choses qui sont issues de formation. Donc, on reçoit beaucoup de portfolios avec des gens qui sont issus d'Ironhack, d'autres écoles. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on accepte. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et après, c'est vraiment la façon dont la personne, elle présente son projet qui va faire la différence. Ouais, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Zaliata, je pense c'est hyper important ça, ce dernier point en fait, de savoir expliquer un petit peu comment on travaille à travers le portfolio. Il y avait des questions sur OK, mais combien de projets, comment présenter, comment synthétiser. En fait, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il y ait un fil rouge et un storytelling qui s'en dégage, que vous puissiez mettre en avant en fait au moment de l'entretien, pour qu'on puisse comprendre de la manière la plus transparente possible de quoi vous êtes capable. Alors je sais quand c'est dit comme ça, c'est hyper facile à dire, c'est hyper difficile à faire, mais je vous le rappelle, moi en tout cas, une des compétences que j'attends, c'est un esprit de synthèse. Et donc si la personne n'est pas capable déjà de faire ça, moi ça me donne des petites billes sur OK, comment ça se passera sur un test plus complexe, pour expliquer en fait quand on a un client en face de soi qui me dit OK, mais si je vais retenir 3 choses, ça serait quoi? Est-ce que cette personne sera capable de répondre à cette question? Et donc il y a cet enjeu-là il faut vraiment se poser pour dire OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en avant à travers un projet ou 2, qu'importe, ou 3, mais de la manière la plus synthétique possible, de la manière la plus claire possible, pour qu'on comprenne ce que je suis capable de faire. Ouais, merci beaucoup pour vos retours et du coup, je vais rajouter une dernière petite couche, heu, pour réinsister sur ce que vous dites, parce que je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, c'est vrai que j'ai pas mal aussi échangé avec, des personnes qui recrutaient et en fait, ils me disaient qu'un des challenges aussi, c'était de vraiment identifier ce que la personne vraiment avait fait sur le projet. C'est que des fois dans les portfolios, il y avait noté le projet et cetera, mais qu'ils avaient du mal à voir: «Mais toi, dans ce projet-là, qu'est-ce que tu as réellement fait? Qu'est-ce que c'est vraiment toi
toi, qui a fait. Et c'est vrai que ça répond aussi un petit peu à la remarque de Jordi dans le chat, qui dit qu'effectivement, vous êtes quand même des professionnels de l'UX qui comprennent un peu, voilà, la méthode et tout ça, donc c'est vraiment ça qui va vous intéresser. Mais que face effectivement à des CEO ou des personnes qui connaissent un petit peu moins les méthodes, peut-être qu'il faut montrer des choses qui sont un peu plus, waouh, pour justement donner envie. Et moi, j'aurais envie de dire, effectivement, enfin, en tout cas, ce que je faisais moi sur mon portfolio, comme j'étais, vraiment à une époque vraiment que UX, mais je faisais pas du tout la partie UI. En fait, j'expliquais bien toute la méthodo, j'expliquais bien toute la logique et cetera avec tout ce que j'avais fait et ensuite je mettais quand même le résultat final en mettant que c'était pas moi qui l'avais fait, pour qu'en fait on voit, effectivement l'impact et je mettais aussi ce que ça avait apporté au projet. Quel impact ça a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voir un petit peu le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Et ça par contre, cette partie-là effectivement peut parler aux personnes qui sont pas dedans, mais les personnes qui sont dedans ont vu toute la méthodo, tout ce que vous avez fait et ce qui a permis d'amener, au résultat. OK. Alors, il y avait une question dans le chat là qui a été pas mal votée. Hop. Une question de Marina qui dit, «Selon vous, en tant que recruteur, quels sont les red flags en entretien pour un candidat qui est en poste au moment de son process?» Moi, je sais pas, j'ai pas de enfin, j'ai pas de red flag. Je pense que pour moi, je trouve que c'est assez sain quelqu'un qui va, heu, passer des entretiens, dans le sens où c'est toujours intéressant pour soi de savoir où on en est et cetera. Donc moi, en tant que mentor, je mentor d'autres designers, je dis toujours: «Bah, allez, passer des entretiens pour justement savoir un peu ce qui se passe ailleurs». Enfin voilà, je trouve que c'est pas une mauvaise démarche. Moi, enfin, dans mon état d'esprit, et je pense que c'est le même état d'esprit dans mon entreprise. Là, on a 2 product designers qui sont partis et c'était très drôle parce qu'ils disaient: «C'est la première fois que je pars d'une entreprise et que tout le monde me dit, bravo, éclate-toi dans ton nouveau poste» et cetera, et qu'il y a pas de: «Ah là là, tu t'en vas, c'est horrible», enfin voilà. Donc non, c'est vraiment pas l'état d'esprit. Je pense que et moi, ça me convient très bien. Je pense qu'il y a pas de red flag dans le sens où, le seul red flag, ce serait de mentir. Donc peut-être, ce serait peut-être la seule chose. Mais ça vaut pour tout le processus de recrutement. Quelqu'un qui est pas aligné et qui dit des choses et que ça se voit que c'est pas aligné, bah, ça, c'est un red flag général. Voilà, donc voilà ma réponse. Ouais, si je peux rebondir, effectivement, alors, moi, je suis pas aussi, enfin, je pense que je suis un petit peu plus tranchée que Zeliat. C'est-à-dire que quand je fais passer, 10 entretiens, évidemment, il y en a que je vais éjecter parce que très rapidement, je me rends compte que ça va pas le faire. C'est ce qu'on peut appeler comme du red flag. Après, évidemment, on n'est pas non plus des totalitaires, on n'est pas des brutes. C'est-à-dire que, au moment de l'entretien, il y a ce truc-là de on ne juge pas. C'est-à-dire qu'on prend toutes les informations et après on se fait un avis et on creuse, en fait. Sous-entendu, dès que moi je commence à avoir une intuition un peu négative sur une personne, je vais me dire: «OK, je vais juste creuser, poser des questions très ouvertes pour voir dans quelle mesure cette intuition se valide ou pas». Mais après, en fait, moi, mon rapport à ça et au rapport aux red flags, les choses qui vont commencer à mettre la puce à l'oreille, ça va être, j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est le fait de pas du tout se renseigner sur le poste ou sur l'entreprise, d'arriver vraiment les mains dans les poches par défaut, en mode, j'ai vu que c'était un poste d'UX designer et en fait, bah, enfin, non, pas du tout. Il y a une fiche de poste, il y a un site qui existe. Lisez à minima, l'histoire, enfin pas l'histoire d'entreprise, mais à minima ce qu'on fait, quoi. Enfin, si vous êtes embauché, ça sera votre quotidien pendant X temps, donc au moins se renseigner un petit peu. Et donc du coup, ne pas être là par défaut. Il y a aussi quelque chose, c'est ce que tu disais, Eliata, hein, c'est ne pas s'inventer des compétences qu'on n'a pas. Sous-entendu, c'est pas parce que vous avez travaillé avec quelqu'un qui a fait, par exemple, un projet de recherche ou qui a maquetté quelque chose que d'un coup, vous pouvez vous approprier ça, parce qu'en fait, on va vite le capter. C'est-à-dire qu'on pourra creuser un petit peu, dire ah oui, du coup, comment ça s'est passé, quelle était la méthode, et se voir rapidement, enfin voir rapidement que ça marche pas. Donc il y a ces paramètres-là. Et dans la manière de présenter les choses, bon, ça, c'est pas un red flag, ça sera plus une question pas de facilité, mais d'aisance dans la discussion. Ce que je disais, c'était ne pas lister ses compétences bêtement. En fait, l'idée, enfin, mon plus gros conseil, c'est de faire du storytelling, expliquer pourquoi on est là et vers où on va, quoi. Voilà. Alors,
Je veux rebondir justement dessus. Donc, sur le point où justement ne pas s'inventer des compétences, c'est justement un des points d'attention. Ça peut arriver aussi que du moins des entretiens, on en fait régulièrement et ça nous est arrivé aussi d'avoir, des candidats qui, justement postulent à des postes de UX rechercheur ou autres et pendant tout l'entretien, ils n'utilisent jamais le terme utilisateur. Et donc, voilà, c'est des cas de figure qui nous donnent des indices en se disant et à la fin, on est obligé de poser les questions en disant: «Mais vous avez rencontré des gens? Comment ça s'est fait?» Mais voilà, on attend, on laisse dérouler la scène et on est, pour le coup observateur et on regarde et on voit comment la personne annonce. Elle peut avoir oublié, mais là, si justement c'est le cœur de son métier et ne pas l'évoquer, c'est vrai que ça c'est un peu déroutant. L'autre, l'autre point de vigilance que j'ai et que j'ai de mon côté, c'est ça s'est vu aussi avec les 2 années de covid, c'est, la situation où justement la plupart des ateliers ou la plupart des rencontres plutôt, pour des recrutements se sont faits, en remote, donc en visio principalement. Donc il y a eu la fatigue aussi de beaucoup de gens de participer, de mettre des caméras, ils étaient chez eux, ce genre de situation. Donc les gens ont eu un comment ça s'appelle? Une sorte de lassitude de se dire: «On est un peu observé». Après, il faut aussi, le corréler à des entretiens. Heu, c'est assez déroutant pour un recruteur de se dire: je fais passer un entretien et je n la personne reste, justement avec un affichage noir». C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout la personne. Donc en termes de justement de ressenti, c'est à peu près, on va dire un cas sur 3, du moins de mon côté. Donc c'est assez déroutant. Se dire: «Je passe 1 heure avec une personne que je ne vois pas». Donc, c'est le point de vigilance parce que ouvertement, j'ai juste envie de l'extrapoler dans le monde physique, mais si vous allez voir un recruteur, vous vous cachez pas la tête, pour le rencontrer, c'est un peu ça et c'est le point d'attention. Alors c'est pour ça que je dis, essayez au maximum, justement d'avoir peut-être un lieu isolé, mais voilà, que vous soyez dans des conditions où vous pouvez échanger, voir la personne parce que, inversement, si, vous aurez un peu le même ressenti si les recruteurs faisaient ça. Et donc voilà, c'est un peu un jeu à on va dire égal, mais c'est ouais, c'est un point de vigilance, qui pour moi est aussi important. C'est de se dire: «Mmh, OK, il peut y avoir des notions de personnel, très bien. Par contre, ça veut dire, vu que c'est un entretien qui a été planifié, ça veut dire que la personne doit aussi se mettre peut-être en, dans les avec un moyen de pouvoir être, entre guillemets, en termes d'échange, avoir un rapport humain, on va dire, égal. Mmh. Yes, super intéressant. Merci beaucoup. Il y a une question, dans le chat, concernant les use cases, enfin les case study là, enfin les exercices qu'on peut faire en entretien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi une question, est-ce qu'il y a des mauvaises réponses? Qu'est-ce que vous en attendez et cetera? Est-ce que vous en faites? Alors moi là-dessus, je peux répondre parce que du coup, comme je disais, c'était une grande réflexion chez nous. En fait, on a pris une décision qui était de proposer, après s'être dit: «Ben non, on va plus du tout faire de case study» ou on va faire tous, des case study pour que ce soit égalitaire. Parce qu'il y avait vraiment toujours cette question-là d'avoir un process qui soit, égalitaire, que tout le monde passe le même process, que ce soit pas, 2 poids 2 mesures. Et finalement, ce qu'on a choisi de faire, c'est de donner le choix aux candidats parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus simple comme ça. Selon les postes aussi parce que et selon le niveau de seniorité, parce que par exemple, sur certains postes, on a quand même laissé des case studies, heu, notamment Research Ops, j'y reviens beaucoup parce que c'est le dernier recrutement donc voilà. Mais on a laissé quand même des case studies parce qu'on s'est dit: «Vu que c'est un poste où les gens n'ont jamais fait ça avant, il faut qu'on puisse voir comment ils vont y réfléchir». Donc là, on a laissé un case study. On a quand même un case study au cas où, si vraiment les gens n'ont pas de projet qu'ils veulent nous présenter. Mais en fait, aujourd'hui, on fait plutôt de la project review, si le candidat veut faire de la project review. Là, moi, par exemple, je recrute un design ops. Il y avait, sur les candidats que j'ai eus en entretien, il y en avait un qui n'avait jamais fait, de design ops jusqu'à maintenant. Lui, il m'a dit: «Ben, je vais pas faire de project review parce que ça aurait pas de sens. Mes projets ne sont pas des projets de design ops». Donc lui, il a préféré prendre, un case study. Donc on garde quand même des case studies pour les candidats qui le souhaitent, qui trouvent Est-ce ça plus logique.
Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le project review, s'il te plaît? Alors le project review, en fait, on dit à la personne, ça vient en fait, nous, ça vient pas au premier entretien, c'est souvent le deuxième ou le troisième entretien. Donc on a déjà eu un échange avec la personne sur quel est le poste, on sait déjà que la personne nous plaît bien, voilà et donc ça se fait en fait, elle va rencontrer, plusieurs personnes, 2 à 3 personnes, ça dépend des case studies, et donc par rapport à ça, on lui dit: «Bah, est-ce que tu pourrais prendre un projet qui va te permettre de montrer soit à d'autres product designers, soit à notre lead user researcher, soit à des product ops, selon le cas de figure, le poste dans lequel on est, comment tu mènerais un projet de A à Z, comment tu as mené un projet de A à Z et donc la personne arrive avec son propre projet et nous montre comment elle a mené son projet. Et donc ça marche plutôt bien. Je trouve que ça marche mieux, parce qu'en fait la personne du coup est très à l'aise. Pour les gens qui font l'entretien aussi, c'est plus facile parce que, en fait, on peut vraiment poser des questions sur quelque chose qui a vraiment eu lieu. On n'est pas dans de la projection hypothétique de peut-être qu'on ferait ça, si, enfin voilà, donc et c'est plus confortable pour tout le monde. Donc quand on peut, on fait des project review, quand on peut pas ou que c'est enfin voilà, que la personne n'a jamais eu le poste avant, là, on va faire des case studies encore voilà. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui. Et Heu, oui, je parle bien d'une étude de cas confiée aux candidats, pendant le recrutement et on a beaucoup itéré là-dessus. C'est pas sur des sujets, payfit. Enfin, ça enfin si, les sujets ops sont des sujets payfit, parce qu'on ne saurait pas en trouver d'autres. Voilà, mais les sujets, de product design ne sont pas sur des sujets payfit. Voilà. de mon côté, si je peux me permettre de rebondir, on fait faire un exercice pratique à nos candidats. Au début, c'était juste un exercice qu'on avait mis en place pour, départager 2 candidats et en fait, on s'est rendu compte que c'était un exercice qui était hyper intéressant, pour voir dans quelle mesure, les personnes s'appropriaient finalement l'exercice et qu'est-ce qu'ils en tiraient. Et donc on l'a systématisé en fait à partir du moment où, ça se passe bien avec un candidat. On a fait un entretien par exemple, nous dans notre process, il y a entretien RH, entretien avec moi. Si l'entretien se passe bien, je fais passer l'exercice pratique et heu et on se rend compte que, finalement, il y a certains candidats, où ça génère du no go après parce que justement ils ont mal lu la consigne, et pour le coup, c'est un exercice qui est assez clair. Enfin, c'est-à-dire que ça tient sur une demi-page PDF, et quand on voit en fait que sur une demi-page PDF, il y a certaines personnes qui zappent une partie de la consigne, on se dit: «Ah ouais, il y a un enjeu de ce côté-là» et ensuite, il y a un autre paramètre, c'est que, je peux le donner à des personnes qui sont juniors en leur disant: «T'inquiète pas, je ne jugerai pas tes compétences en UX par rapport à ça. Je veux juste savoir qu'est-ce que tu peux en tirer comme réflexion et comment tu aborderais l'exercice sans formation, aucune et en fait, des fois, on se rend compte que, les personnes font les choses de manière très scolaire, mais ne se mettent pas à la place, du recruteur ou de moi, sur qu'est-ce que j'attendrais. Donc, des fois, c'est beaucoup trop descriptif et pas du tout dans la réflexion. Et donc, je vais creuser un petit peu plus ces aspects pour savoir, OK, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être problématique ensuite si je recrutais cette personne pour la former et l'amener à prendre de l'autonomie et des capacités d'auto-challenge, d'auto-réflexion, pour mener les projets à bien. Alors, je vais prendre un contre-pied. Donc, non, nous, on s'est interrogé justement, à savoir justement si on faisait faire ce type d'action pendant les phases de recrutement. Actuellement, on ne l'a pas mis en scène. On ne l'a pas mis en scène parce que déjà ça demande du temps, ça demande, justement un minimum de préparation. Le but, c'est pas aussi de demander, entre guillemets, et il f entre guillemets des tests des tests ou des analyses sur tout et n'importe quoi. C'est des sujets que il faut travailler, vous avez travaillé, heu et le seul, du moins de notre côté, pour le coup, on manque un peu de temps pour faire ce travail-là. Donc c'est vrai qu'on c'est pas un sujet qu'on a appliqué. On s'est posé de nombreuses fois la question. Est-ce qu'on le mettait ou pas dans le cadre des comment ça s'appelle, des candidatures? Actuellement, je pense qu'il y a peut-être ça, il y a peut-être, aussi la multiplicité aussi des différents types de profils que l'on a, nous multiplierait aussi le travail de le faire. Donc voilà, il y a un ratio qui est peut-être un peu différent de notre côté, ouais.
Merci. Du coup, on n'a plus que 5 minutes, donc ce que je vous propose, c'est pour finir, de terminer sur, alors on va pas avoir le temps de faire toutes les questions, on a répondu à déjà celles qui avaient le plus de votes. Heu, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être de savoir un petit peu quels sont les conseils que vous pourriez donner, aux candidats, enfin aux personnes qui souhaitent, voilà, intégrer un nouveau poste et dans ces conseils, est-ce qu'il y a des choses qui permettent un petit peu de se démarquer ou de faire la différence? Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments là-dessus? Moi, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je chante tout le temps, donc je vais vous dire, «You are beautiful», comme dirait Christina Aguilera. Le fait de se rendre compte que vous êtes unique, enfin, vous avez des compétences, qui vont plaire à quelqu'un, c'est sûr. Vous avez appris plein de choses, vous savez faire plein de choses, peut-être pas au niveau d'un expert, mais il y a plein de choses qui vous rendent unique et le recrutement, c'est vraiment comme une rencontre amoureuse, hein, c'est un coup de cœur des 2 côtés. Et donc je pense que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment être soi-même autant que possible, assumer tout ce qu'on a fait, être fier de ce qu'on a fait, notamment des formations. Je dis ça parce que je vois plein de gens que j'ai mentorés, et qui ont travaillé dur et qui méritent amplement de trouver des super jobs, tous autant qu'ils sont et que vraiment, s'il y a des portes qui se ferment, j'avais une ancienne collègue qui disait toujours ça: «Les portes qui se ferment, c'est qu'elles étaient pas pour nous, donc il faut attendre la prochaine ou il faut chercher la prochaine». Donc moi, mon conseil, c'est vraiment ça, restez vous-même, soyez fiers de ce que vous avez fait. Peut-être que ça conviendra pas à certaines personnes et j'ai envie de dire tant pis pour eux et tant mieux pour la personne à qui vous conviendrez, mieux. Parce que, quand il y a vraiment ce feeling mutuel, je trouve que c'est souvent les recrutements qui donnent le plus de résultats. Enfin voilà, c'est mon conseil. Ouais, je me permets, Jocelyn. J'appuie ce que disait Agliata, au-delà de ça, enfin, je trouve qu'il y a souvent une problématique de légitimité, d'autant plus dans notre domaine où on est sur un milieu qui reste neuf et donc beaucoup de juniors, beaucoup de personnes en réinsertion. Hem, il y a de la légitimité partout parce qu'en fait, il y a personne qui a 20 ans d'expérience en France en UX design, enfin, ou en tout cas, il y en a très peu, et ils sont pas sur les postes que vous allez rechercher. Donc prenez confiance en ça, en vous et mais sachez mettre en avant finalement ce que vous avez déjà, accompli. Donc à travers les formations, à travers ce que vous pouvez faire aussi en formation personnelle, en lecture, ce genre de choses et n'oubliez pas du coup cette histoire de storytelling de, qu'est-ce que je veux amener finalement dans mon entretien, qu'est-ce que je veux amener, dans mon CV pour que la RH ou le RH pardon, c'est tout à fait biaisé, pour que la personne RH puisse, transmettre finalement mon CV à la personne en charge. Voilà, l'idée, ça va être avant tout de pouvoir vous mettre en avant. Vous êtes légitime, vous êtes capable, et ce n'est pas parce que dans la fiche de poste, il y a un listing de compétences que vous devez cocher toutes ces compétences. La question, c'est avant tout de pouvoir mettre en avant ce que vous avez pu faire avant pour le mettre en œuvre dans ce futur poste. Juste pour rebondir, il y a une notion aussi qui est importante, c'est que, comme tu dis, c'est des métiers qui naissent, il y a des méthodologies que l'on affiche qui sont connues hein, dans le domaine, il y a des canvas qui sont connus. J'ai juste envie de dire, c'est pas, voilà, il n'y a pas de règle en soi, voilà, il y a un ensemble, une généralité. Par contre, comment ça s'appelle, les méthodes sont faites pour être adaptées. Les canvas sont faits pour être adaptés. C'est en fonction justement du cadre de votre projet. Donc ça peut être en fonction des utilisateurs, de là où vous en êtes, au moment où vous êtes arrivé dans le projet. Mais voilà, tout ça est fait pour être adapté. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse dans un entretien. Ce qu'il faut juste noter dans un entretien, c'est que vous présentez votre parcours. Donc voilà, c'est la notion voilà, qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est voilà, vous avez des projets, vous en êtes fiers, montrez-les, expliquez. Et après, justement, après, c'est un travail justement de relationnel et aussi de, comme je l'évoquais tout à l'heure, de curiosité qui viendra aussi asseoir un peu le discours.
Et il y a un dernier paramètre que j'ai oublié de soulever, c'est dans le rapport, en fait, c'est Jocelyn qui a commencé à l'évoquer, sur le rapport au poste et qu'est-ce que le poste peut m'amener. Un entretien d'embauche, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous êtes là aussi pour voir dans quelle mesure le poste peut vous intéresser. Nous, on va essayer de repérer ça aussi, dans quelle mesure ça va, cette curiosité pourrait ressortir. Ça veut dire que il faut que vous ayez des questions. C'est-à-dire, si vous arrivez sur un entretien et qu'en fait vous avez 0 question et que vous êtes juste là en attendant finalement qu'on vous donne en fait le coup de massue du oui/non, faudrait aussi vous positionner sur OK, mais est-ce que ça pourrait m'intéresser? Et c'est cette question-là aussi qu'il faut aborder et qu'il faut pouvoir verbaliser, je pense, en entretien. Merci beaucoup pour vos témoignages. Il y a d'ailleurs Marion qui pose une question assez rigolote. Est-ce que vous avez choisi, donc les recruteurs UX sont les plus ouverts? Oui, on a choisi les meilleurs. Non, je vais rebondir. Alors, pour le coup, alors ça fait aussi un mélange, justement sur le message de Marion et sur, le long post de Jordi tout à l'heure. C'est, il faut se dire que le métier évolue, les entreprises évoluent. Donc, tout à l'heure, Jordi, dans la conversation, tu mettais en scène justement qu'au fur et à mesure des strates et au niveau des directions, on va pas forcément avoir le même type de discours. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que derrière, on voit de plus en plus de designers commencer à participer, à des comités de direction, à des boards, justement d'entreprise. Il y a de plus en plus, voilà, des designers qui obtiennent des postes de comment ça s'appelle? De VP design, ce genre de choses. Donc ils font partie de ces instances-là. Donc, après, il y a pas forcément un état d'esprit de designer, mais voilà, il peut y en avoir à tous les on va dire à tous les niveaux. Ça commence à se répandre et justement, c'est intéressant pour le coup, que, on va dire «l'évolution» entre guillemets des carrières et justement l'évolution des entreprises et juste pour répondre aussi le dernier point de Jordi, c'est, c'est comment ça s'appelle? Par rapport au sujet des visuels et du portfolio ou le book, ça dépend comment on souhaite l'appeler, ça peut, justement appuyer un discours, mais comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, en fonction de la personne, ça peut aussi, aider dans la prise de décision. Voilà, c'est peut-être le petit détail qu'il faut aussi avoir en tête, sur les entretiens. Mmh. Merci beaucoup Jocelyn. Et du coup, c'est vrai dans les articles là que j'ai partagés dans le chat, il y en a un qui parle justement des niveaux de maturité des entreprises. Donc vous pourrez regarder un petit peu plus précisément ce que c'est, ça pourra vous donner des petites billes pour, y réfléchir. Du coup, on va peut-être arrêter là parce qu'on a atteint l'heure fatidique, de fin d'événement. Et juste peut-être pour conclure, il y a une citation, que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit, «Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris». Donc voilà, faites ça quand vous êtes en entretien et tout va bien se passer. Et voilà, je voulais remercier donc nos invités. Un énorme merci pour vous, pour, voilà, d'avoir, partagé vos super conseils. Je pense que ça a beaucoup servi à la communauté et de toute façon cet événement sera, reposté sur, YouTube, donc sur la chaîne du laptop. Donc si vous voulez la partager au monde entier pour que tout le monde réussisse ses entretiens, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on ferme la salle? Moi, je voulais juste dire qu'on recrute, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Oui, c'est vrai, Payfit. je voulais en parler d'ailleurs. Si Voilà, si Jocelyn et vous Mathilde aussi, vous recrutez en ce moment? Ouais, Également. je cherche un UX researcher qui parle espagnol s'il y en a dans la communauté. Très bien, et comme vous les avez trouvés très ouverts, je pense que vous pouvez envoyer vos CV et ils seront là à votre écoute. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas à tout Merci le à monde. tous. Merci bien. Merci. Bonne Bonne journée. journée, au revoir.